Poursuivons. 1$ américain. Les États-Unis étant une colonie britannique jusqu'en 1776. Sur la face, on voit George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, franc-maçon et un des pères fondateurs. Sur le dos du billet, nous voyons une pyramide avec un œil. Beaucoup reconnaissent cette image qui a été décrite comme un symbole d'une société secrète qui voudrait dominer le monde. Mais peu savent que ceci est nommé le delta lumineux, un symbole maçonnique. Et très peu de gens savent qu'en plus c'est le sceau officiel des États-Unis d'Amérique depuis 1782. Et oui, l'aigle que vous voyez sur le billet est la face du sceau, et la pyramide est le dos du sceau officiel des États-Unis d'Amérique, fondé par des francs-maçons, George Washington, Benjamin Franklin et j'en passe. Olive branch, and I think this really signifies Il y a des siècles, bien avant les soi-disant révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unis autour de l'Empire britannique. Ils se sont unis autour de l'Empire britannique et nous allons voir ici à quel point ils sont proches. Ici, nous voyons George V avec sa petite fille, la reine Élisabeth d'Angleterre. Donc ce George V avait une sœur qui s'appelait Maud, qui a eu un fils qui était le roi de Norvège, Olaf V. Et Olaf V a eu un fils, Harald V, l'actuel roi de Norvège, cousin de la reine Élisabeth d'Angleterre. Nous voyons à nouveau George V. George V avait un oncle qui s'appelait le prince Arthur, qui a eu une fille qui s'appelait Margaret. Et Margaret a eu une fille qui s'appelait Ingrid de Suède. Et Ingrid a eu une fille, Margaret II, l'actuelle reine du Danemark, cousine de la reine Élisabeth. Ce même Margaret, la cousine de George V, était aussi la mère de Gustave Adolphe, qui a eu Charles XVI Gustave, l'actuel roi de Suède, cousin de la reine Élisabeth. George V avait aussi une tante qui s'appelait la princesse Béatrice. Celle-ci a eu une fille qui s'appelait Victoria Eugénie, qui a eu un fils, Juan de Bourbon, qui était le père de Juan Carlos, le roi d'Espagne, et actuellement Felipe, qui est le roi d'Espagne. Et comme nous avons vu tout au début, George V avait un cousin germain, le tsar de la Russie. Leur mère était sœur. Alexandra de Danemark était la mère de George V, et sa sœur Maria était la mère de Nicolas II, le tsar de la Russie. Ici nous voyons
Maria, son fils Nicolas II et les 5 enfants de Nicolas II. Et George V a eu plusieurs fils. Il a eu le père de la reine Elisabeth, George VI, mais il avait aussi un fils qui s'appelait George de Kent. Ce dernier a eu un fils qui s'appelle Prince Édouard de Kent. Et nous allons voir qui est Édouard de Kent. Following Grand Lodges. The Grand Lodge of New Zealand. The Grand Lodge of the State of Israel. The Grand Lodge Alpina of Switzerland. Self-evident, Brother Franklin, all men are created equal. Indeed, Brother Washington. All Freemasons meet as equals, and we have an opportunity to create a nation in the very essence of Masonic morality. With freedom and tolerance of all religions and moralities that no government can oppress. You know, I think it would be a great idea if we wore our Masonic regalia when we're putting in place the foundation stone for the Capitol building. Freedom of speech, too, and the press, the right to peaceful assembly, and... Did you say regalia? Yes. Well, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. You think I'm taking it a bit far? Please don't... To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master. Il y a des siècles, bien avant les soi-disant révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unies autour de l'Empire britannique. Ces familles ont compris qu'afin de ne pas perdre leur pouvoir, ils devaient s'unir et de manœuvrer subtilement auprès des peuples, leurs sujets. Face au peuple, ils devaient être une seule force, un seul groupe dans le monde entier. Ils ont compris que pour régner continuellement, ils devaient manipuler les gens, ils devaient former et utiliser diverses et multiples formes de gouvernement, d'États, de partis opposés, de dirigeants, bref, des fusibles remplaçables qui sauteraient à leur place et qui changeraient au gré des périodes et besoins. Et ils l'ont fait. Ils ont compris qu'ils devaient manipuler non seulement la majorité, mais aussi une minorité plus proche qu'ils avaient besoin de persuader et conquérir, qui serait plus ou moins au courant de cette vérité, des secrets, leurs gens.
Et ils ont alors mis en place cette fraude de franc-maçonnerie. Des gens qui se penseront frères et chevaliers, qui penseront à travers leur activité quotidienne œuvrer pour le bien. Ils ont compris que pour réussir et arriver à leur fin, ils devaient procéder d'une manière méthodique, mathématique, scientifique, face aux masses et rester extrêmement bons et crédibles face à leur minorité. Pour les peuples, les masses, la fraude des États, les votations, la démocratie, les dictatures, les guerres, les coups d'État, les révolutions, etc., etc. Pour leurs gens, les francs-maçons, l'illusion d'une démarche vers un monde meilleur et équitable pour tous et de la bienfaisance et l'humanisme en surdose. Associations et fondations à volonté, faire de la bienfaisance à grande échelle et jamais leurs gens ne questionneront des bienfaiteurs soi-disant désintéressés. Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier. Tout sera sous leur contrôle, tout. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde sauf eux. Zéro exception. Contrôle absolu. Les grandes sociétés, les multinationales, ils ont créé. Tout ce qui est grand et tout ce qui grandit et réussit est à eux. 100%, zéro exception, zéro. Différents noms, différentes marques, différents pays, différents fondateurs, 100% à eux. Personne n'aura le contrôle des moyens de propagande sauf eux. Imprimeries, journaux et plus tard les télés, les médias alternatifs, réseaux sociaux, tout. Zéro exception, contrôle absolu. De même que les domaines de la communication, la santé, l'éducation, etc., etc. Différents noms jouant la concurrence, les guerres commerciales et les procès pour rester extrêmement crédibles. Exemple, Google et Yahoo, Microsoft et Apple, Coca-Cola et Pepsi, etc., etc. Tous les multinationales, zéro exception, principe premier. Bien ficelés et bien dirigés de manière méthodique, scientifique, les gens penseront vivre dans un monde divisé par des États et des régimes plus ou moins autoritaires ou démocratiques, alors qu'un seul groupe dirige et décide de quels gens de quel pays doivent bien vivre, quels gens de quel pays doivent travailler plus, quels gens de quel pays doivent souffrir économiquement, etc., etc. Les gens qui doivent, dans tous les cas, vivre convenablement, extrêmement bien, pour ne pas aller les questionner, seront la minorité que contrôlent méthodiquement. Des gens qui les pensent de toute façon bienfaiteurs de l'humanité, qui se penseront frères, penseront faire le bien. Personne ne parlera, tous bien entourés, s'espionnant les uns les autres, et la fraude les espionnant tous, bien consignés, et maintenant les bracelets connectés pour leur bien et le bien des gens. La politique dans le monde, c'est eux, à 100%. C'est un des principes premiers. Les partis opposés, les partis extrêmes qui s'insultent les uns les autres, les nouveaux partis selon les tendances, les parlements, les parlementaires, depuis des siècles déjà. Ceux qui trompent les gens sur ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie, c'est eux, historiens, écrivains, journalistes, cinéastes, blogueurs, youtubeurs, plus ou moins connus, simples francs-maçons agissant pour la plupart innocemment, étant persuadés de protéger les bienfaiteurs de l'humanité. Ceux qui connaissent ces secrets n'ont aucune raison de vouloir les divulguer. Ils ont au minimum une vie décente, ils vont pas laisser leurs gens dans le malheur, sinon ils questionneraient les choses. Donc ils ont une vie qui va d'au minimum décente à extrêmement réussie, affaires, médias, politique, showbiz, art, sciences, etc., etc. Et comme ils les pensent bienfaiteurs, désintéressés, œuvrant pour le bien commun de tous, ils les protègent et participent et laissent faire. Le caritatif, ou comment créer des fidèles, construire une base et fidéliser autour. Frontalement, ce n'était pas possible. Alors, ils ont imaginé comment s'assurer le soutien et la fidélité d'une minorité autrement que par l'argent seul. Et ils sont arrivés à ça. À travers leurs tâches quotidiennes, ceux qui feront le bien tous les jours dans des structures mises en place par eux les penseront bons, des bienfaiteurs désintéressés. Ceux qui les verront installer l'eau et l'électricité dans des villages en Afrique les penseront bons. Ceux qui les verront moderniser des hôpitaux dans le tiers-monde les penseront bons.
Ceux qui les verront aider dans des villages en Afrique les penseront bon. Et surtout, ne pas oublier de bien installer le Wi-Fi partout. À travers leur acte humanitaire, ils montrent par intérêt une volonté de vouloir faire le bien et aboutir à quelque chose de mieux pour tous. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas leur but final. En agissant de sorte, ils savent que des gens honnêtes les protégeront, faisant confiance aux bienfaiteurs simples et désintéressés. Leur acte de bienfaisance est en premier lieu par intérêt, pas pour authentiquement aider. L'intérêt premier étant de séduire, plaire et convaincre une minorité d'accepter et de penser que tout ce qu'ils font est donc bon, et les laisser faire en les protégeant et en restant silencieux. Aider les gens passer par la charité et la solidarité est une stratégie pour plaire et amadouer qu'ils ont élaborée il y a des siècles. Ce n'est pas une fin en soi. Ils ne cherchent pas le bien-être commun. Leur acte caritatif est un calcul, sachant dès le départ que pour acquérir la fidélité des gens qui les protégeront, pas uniquement pour de l'argent, ils devaient de façon crédible paraître extrêmement bons et charitables. Bref, des humanistes bienfaiteurs, désintéressés, et ils l'ont fait. Et le font ainsi. Ils ont compris qu'ils devaient paraître honnêtes, et donc des gens qui ont pillé le monde entier, et des générations de gens dans des pays qu'ils ont qualifiés de non-civilisés se sont mis à promouvoir et vanter l'esprit chevaleresque et l'honnêteté et la moralité à leurs gens. Voilà, il n'y a plus de lutte de pouvoir dans ce monde. Il n'y a pas, il n'y a plus. Cela a été réglé il y a des siècles déjà. Un seul groupe, un seul mène le show. Les révolutions, les révolutionnaires, soi-disant emprisonnés héros, c'est eux. Le putschiste qui fait un coup d'état, le révélateur héros qui se cache dans une de leurs ambassades, c'est eux. Partout les mêmes. Il y a bien longtemps déjà, tout est faux, truqué. Mais il faut que ça reste extrêmement crédible, préparé des années et des décennies en avance, avec de multiples pions présentés au public et rendus plus ou moins connus par leurs médias pour des multiples variantes de scénarios de changement de régime au besoin.